Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par La Rochelle Technopole, mais aujourd'hui co-organisé avec Atlantic Cluster, dont nous accueillons d'ailleurs le président Thierry Lousser. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry sera donc le modérateur de ce webinaire, puisque nous accueillons trois intervenants que je vais vous présenter de suite. Donc, Madame Valérie Sapin de Socotec. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Mathieu Chailloux d'Aquitaine Chimie Durable. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Et Madame Cécile Clément de la CARSAT. Bonjour Cécile. Bonjour. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Nos intervenants y répondront. Donc on va le faire de manière assez rythmée. Les interventions, les présentations vont se dérouler à peu près sur 12-15 minutes. Ensuite, 5 minutes de questions-réponses. Donc, c'est Thierry qui remontera vos questions du chat à l'intervenant. Et comme ça, on passera donc sur les trois présentations de Valérie, de Mathieu et de Cécile. Et à la fin, bien sûr, vous pourrez à nouveau poser des questions à nos trois intervenants, et notamment s'il y a des questions un petit peu croisées. Voilà, on vous remercie encore. On remercie encore Atlantic Cluster pour cette organisation de webinaire partagé. Et puis, messieurs, dames, c'est à vous. Bon webinaire à tous. Merci Gilles et merci à La Rochelle Technopole d'avoir bien voulu accueillir cet événement aujourd'hui. Alors, je voudrais aussi à mon tour souhaiter la bienvenue à tous les participants. Il y a eu plus de 50 inscrits. Je pense que vous êtes quelques dizaines derrière votre écran. Bienvenue à vous. Le thème que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui fait le point sur les dernières informations disponibles et sur les connaissances accumulées ces dernières semaines pour nous aider tous à préparer au mieux la transition vers de nouveaux systèmes de prévention au travail. Après 51 jours de paralysie brutale de l'économie, le déblocage s'annonce long, on le voit bien tous les jours, et les conditions de reprise seront évolutives. Nous le savons aussi, nos métiers sont basés sur des traditions d'échange et nos pratiques reposent sur des valeurs humaines de convivialité. C'est un fait que de travailler autour de bateaux, sur des pontons flottants et au bord de l'eau, favorise plus de sympathiques rapprochements que des distanciations physiques et sociales. Nous le savons aussi maintenant, les impacts de cette épidémie seront nombreux et durables. De nouvelles méthodes sont donc nécessaires et nous devons être confiants et conscients des enjeux et des responsabilités de chacun. Le chef d'entreprise en premier lieu, car c'est lui qui décide quand et comment la reprise du travail peut être effectuée. Nous verrons plus tard les obligations et les moyens avec nos intervenants. Le management ensuite, qui doit appliquer et faire appliquer les consignes de la direction, que ce soit au niveau technique, des ressources humaines ou du QSE. Et les salariés enfin, qui doivent intégrer toute la masse d'informations et de procédures nouvelles et gérer les moyens de protection mis à leur disposition. Dans cette période de transition, les experts de la prévention, de la sécurité et de la santé du travail sont là pour analyser, préparer et valider les plans de continuité ou de reprise d'activité. À travers les témoignages des professionnels présents aujourd'hui, j'espère que nous trouverons des réponses concrètes à l'échelle de nos sociétés et adaptées à notre filière. Je remercie à mon tour la présence de Valérie, Mathieu et Cécile d'avoir répondu présent. Merci pour votre disponibilité, d'avoir bien voulu prendre du temps pour nous transmettre votre connaissance actualisée du sujet et partager vos expériences avec nous. Je vous retrouverai donc à la fin de chacun des exposés pour voir si des questions sont remontées au niveau des chats. Et je vais laisser la parole sans tarder à Valérie de la société Socotec. Bon séminaire à tous et à tout à l'heure. À vous Valérie. Merci. Bonjour. Donc je vais commencer la première intervention sur le processus de reprise d'activité. Alors moi, je travaille à Socotec. Donc Socotec, c'est une grande boutique, avec un ensemble d'ingénieurs qui travaillent dans le domaine, qu'on appelle du testing, de l'inspection et de la certification, et qui travaillent en proximité avec ses clients répartis dans le monde. Moi, j'appartiens à la BU, la Business Unit Environnement et Sécurité. Donc, c'est un réseau d'agences spécialisées. On a 200 agences réparties sur le territoire français. Donc, 36 vraiment très, très spécialisées dans le domaine
de l'hygiène, de la sécurité, de l'environnement. Et moi-même, j'appartiens à l'agence santé et risques produits de Socotec, qui est une agence d'expertise au niveau national et donc qui intervient sur tout le territoire. Et moi, j'ai eu une attirance, un attachement très particulier à la région ouest, puisque j'y ai travaillé pendant une vingtaine d'années et plus spécifiquement, j'ai pu participer à des opérations avec des chantiers navals pour les accompagner sur la mise en conformité de leur aire de carénage. Donc, j'ai une attirance particulière pour ce secteur d'activité où j'ai apprécié de travailler vraiment en toute convivialité pour essayer de trouver des solutions opérationnelles. Donc, je vais vous dispenser en fait cette étape-là qui présente nos différentes offres. Là, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter en quelques slides en fait sur le temps imparti. Une proposition de démarche en 4 étapes pour reprendre ou poursuivre les activités parce que certaines entreprises ne se sont pas arrêtées en tenant compte du risque sanitaire. Comme l'a dit Thierry, en fait, on ne peut plus vivre nous-mêmes comme avant sans tenir compte de ce virus qui est très contagieux et qui peut potentiellement tous nous impacter, donc aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et on doit repenser l'organisation des entreprises et des activités en intégrant les gestes barrières dans le fonctionnement quotidien. Et du coup, on doit adapter notre organisation en conséquence. Ce qui est d'autant plus difficile, c'est qu'on n'a pas forcément totalement la maîtrise. On a la maîtrise de ce qu'on sait faire, nous, au niveau de notre entreprise, mais on est forcément en interaction avec des tiers, avec des fournisseurs, des livreurs, des équipementiers, des clients, des sous-traitants, des prestataires, avec lesquels on a besoin de travailler. Et donc, ça mérite effectivement une très, très bonne coordination pour que chacun puisse être protégé. Et puis, il y a le cas particulier des chantiers navals, où là, la période à venir, c'est une période qui est très, très active, puisqu'il s'agit de remettre les bateaux à l'eau, de sortir certains bateaux pour les caréner, refaire des réparations de dernière minute, la saison démarrant. Et toutes ces activités impliquent des contacts forcément étroits avec les différents équipementiers, sous-traitants, etc., mais également avec les clients propriétaires de bateaux. Donc, on a structuré en fait la démarche de reprise en quatre étapes. Donc, la première étape, c'est déjà au sein de l'entreprise, c'est de définir les ressources nécessaires à la reprise ou au développement pour les entreprises qui ont maintenu l'activité, en identifiant les activités qui sont très critiques, pour lesquelles ça risque d'être difficile de mettre en place les gestes barrières. Bien recenser les salariés qui sont opérationnels et les entreprises partenaires en capacité de travailler. La deuxième étape, c'est de définir l'organisation de travail au sein de sa propre entreprise et en collaboration avec les entreprises partenaires. Troisième étape, ça va être de mettre en place les mesures de prévention collective, individuelle et de communiquer, toujours bien sensibiliser. Et la dernière étape, c'est la vérification de la bonne mise en place et de l'efficacité des mesures qu'on a proposées et assurer une veille parce qu'effectivement, on est dans un processus dynamique où les informations qu'on nous a communiquées hier, on a d'autres informations régulières, elles ne sont plus tout à fait à jour et il s'agit vraiment de se tenir tout le temps informé et d'adapter le dispositif. Donc, la première étape de définition des ressources, d'identification des activités critiques. Donc, tout ça, c'est dans l'objectif de protéger le personnel et de faire que demain, en fait, on pourra continuer de travailler, ne plus être confiné. Donc, on doit chacun, en fait, être contributeur. Donc, ça porte par une analyse préalable, donc identifier les activités, les interventions pouvant et devant reprendre, les activités qui ne peuvent pas être reportées. Ça nécessite au niveau de cette analyse d'identifier le nombre minimal de personnes pour permettre la reprise ou la continuité des activités, d'évaluer également la capacité, la faisabilité de l'ensemble des acteurs à reprendre et à poursuivre leurs activités dans un environnement plus sécuritaire et plus contraignant.
voilà, on sait très bien qu'on va être freiné en fait dans nos activités. On va avoir des modes opératoires, des protocoles, des gestes à effectuer qui fait qu'on va être forcément, ça va nuire à notre productivité. Donc, il va falloir également gérer les flux de personnes au niveau des entreprises pour respecter les gestes barrières et notamment la distanciation physique. Et puis, définir les conditions d'intervention de façon vraiment opérationnelle pour les différents travaux, pour intégrer les mesures barrières. Donc, par rapport à l'organisation, donc il va falloir convenir d'organisation, enfin de mesures d'adaptation et d'organisation. Ça va porter à la fois sur des aspects techniques, mais effectivement sur des aspects organisationnels. Donc une des étapes, c'est de planifier et gérer les coactivités. Afin d'intégrer les gestes barrières, c'est bien de limiter la présence simultanée et les contacts rapprochés des personnes. Donc, il y a certains travaux qui vont devoir être repensés dès lors qu'on travaille à plusieurs. Il y a des locaux qui vont devoir être réorganisés, des postes de travail également. Il est possible d'aménager des horaires de travail pour limiter les présences simultanées de personnes, réorganiser des pauses. Il va bien falloir réfléchir à tout ce qui est matériel partagé pour éviter la contamination, les outils partagés, les véhicules qui peuvent être utilisés, des véhicules d'entreprise, les tracteurs, par exemple, pour remettre à l'eau les bateaux. Comment est-ce qu'on fait quand on change de collaborateur? Et puis la gestion des espaces communs qui vont devoir être revus aussi, les couloirs, les bureaux, les salles de réunion, pour limiter le nombre de personnes et puis essayer de désinfecter au maximum. Et puis, toutes ces nouvelles mesures, en fait, devront faire l'objet d'affichage avec des consignes, donc des protocoles ou des modes opératoires, et si possible, pour permettre le maintien de ces gestes barrières, c'est de la matérialisation de ces distances, la signalétique. Donc, la troisième étape, donc c'est définir les mesures à mettre en place de prévention collective et individuelle. Donc, ce qu'on entend par protection collective, donc c'est des écrans. Ça peut être des écrans, comme on le voit au niveau des caisses de supermarché, qui peuvent peut-être être mis sur certains magasins d'accastillage ou sur des postes fixes dans des ateliers pour séparer deux personnes. La protection collective, c'est la ventilation, l'aération. On a des préconisations qui sont arrivées, des recommandations de la part de professionnels sur comment gérer la ventilation, l'aération. Donc, bien sûr, le nettoyage, désinfection des postes de travail, de tout ce qui est outils partagés, des véhicules mutualisés. Donc, le nettoyage, désinfection, vraiment, c'est pour les surfaces de contact. Et puis, la protection individuelle, avec le besoin d'avoir du gel. On parle de gel hydroalcoolique, de l'essuie-tout, des masques, donc des masques protecteurs. On a une slide suivante qui fait un focus, en fait, sur les masques. Je ne vais peut-être pas la déployer parce que je vois le temps qui défile. Mais du coup, vous l'aurez à disposition. On pourra en reparler si vous avez besoin. Et puis, des consignes d'usage, en fait, de ce matériel. Par rapport aux gants, les gants, nous, on a mis une réserve depuis le début, en fait, sur le fait de les utiliser, qui est plus, enfin, ça nous semblait représenter une contrainte et au final plus de risques que de respecter le geste barrière, de se laver les mains tant que c'est possible avec du savon et de l'eau, ou alors du gel hydroalcoolique si on n'a pas de l'eau. Là, les recommandations sur le protocole de déconfinement, c'est effectivement de ne pas porter des gants. Alors après, là, tout dépend des activités. C'est priorité à la maîtrise des risques professionnels. Et s'il faut porter des gants pour protéger d'actions mécaniques ou par rapport à des produits chimiques, effectivement, il faut porter des gants. Et sur la protection respiratoire, effectivement, il y a plusieurs types de masques, plusieurs catégories de masques. Effectivement, la priorité, c'est à la protection des travailleurs par rapport aux risques générés par les activités, des poussières de bois, des fumées de soudure, de l'application de peinture anti-fouling. Effectivement, c'est la protection donc professionnelle, sachant que dès lors qu'on a des masques FFP2, c'est la meilleure protection par rapport aux gouttelettes qui peuvent être émises et porteuses du virus. Donc, je passe sur
ce support. Et donc, la quatrième étape, c'est de mettre en place un processus dynamique pour vérifier que ce que vous avez décidé, en fait, les protocoles, les modes opératoires, la façon de fonctionner avec les entreprises, eh bien, c'est bien respecté, c'est bien efficace. C'est vrai qu'on peut, on pourrait, l'être humain est feignant par nature, et donc on va au fur et à mesure du temps, dès lors qu'on sera rassuré par la réduction de la pandémie, du coup, se défaire un peu de ces mesures qui ont été contraignantes à mettre en œuvre. Et donc là, il s'agit de pas se relâcher tant que le virus peut circuler. Donc, il faudra bien vérifier le respect des différentes modalités avec un référent, avec des points d'étape réguliers. Donc, toujours bien veiller en fait aux mesures réglementaires ou recommandées par le gouvernement et les autorités sanitaires. Il y a des révisions des consignes, on a des protocoles avec des versions 2. Là, on a une grosse difficulté en fait de mise en place dans les entreprises qui veulent reprendre de la consigne de la distanciation, qui est recommandé avec 4 mètres carrés autour d'un poste de travail. Voilà, donc bien veiller comment ces différentes mesures évoluent dans le temps. Et puis, identifier les situations qui sont les plus critiques, où là, vraiment, ça crée des points de blocage au niveau de l'entreprise, sachant que la protection, si on ne peut pas respecter la distanciation sociale, c'est le port du masque. Et puis, par rapport aux différentes recommandations, protocoles, ce sont bien des recommandations qui sont adaptées au cas par cas, en fait, au fonctionnement de l'entreprise. Et donc, ce qui est également fortement recommandé, c'est d'avoir une traçabilité documentaire de l'archivage des différentes actions réalisées par rapport à la responsabilité de l'employeur. Les intervenants suivants, Cécile et Mathieu, vont vous en reparler. On a fait une slide en pratique, en fait, avec des recommandations par rapport aux prestataires, sous-traitants, équipementiers qui interviennent dans des entreprises. Voilà, une petite liste de report des interventions non urgentes essentielles, limiter le nombre d'interventions simultanées de plusieurs entreprises dans une même entreprise, bien valider préalablement à l'intervention les conditions d'intervention avant la venue sur site, pour s'assurer que l'entreprise a bien évalué elle-même ses risques de contamination et les gestes barrières qu'elle propose de mettre en place. Chaque intervenant extérieur vient avec ses propres protections individuelles, de préférence. Vérifier au cours de l'intervention que les gestes barrières, les conditions d'intervention sont bien respectées, et toujours en fin d'intervention, bien désinfecter les surfaces par l'intervenant extérieur. On a fait également un focus sur le cas des particuliers propriétaires de bateaux pour éviter les venues, comme c'était le cas sur certains chantiers, là, de prendre rendez-vous préalablement pour pouvoir accéder au site et éviter qu'il y ait vraiment trop de personnes sur un même chantier. Informer préalablement à la prise de rendez-vous des conditions d'accueil, reporter les interventions non urgentes, bien respecter au niveau de l'accès au site, s'assurer que la personne ne présente pas de symptômes, si elle a bien pris connaissance des conditions de visite du site qui sont affichées à l'entrée, limiter les particuliers qui viennent ne pas venir en famille, limiter les temps de présence, et puis recommander effectivement qu'ils viennent avec leur propre protection individuelle. Donc, le cas du magasin d'accastillage, là, c'est au même titre qu'un commerce. On sait bien que c'est plus petit, que c'est difficile à mettre en place, mais voilà, limiter le nombre de personnes clients, la séparation au niveau de la caisse, paiement sans contact privilégié, gel hydroalcoolique en caisse, etc. Mais ça, vous êtes plus coutumier parce qu'on fréquente tout de même des hypermarchés pour les produits de première nécessité. Donc, dernière slide, en fait, Socotec a proposé s'adapter en fait aux demandes de ses clients. Pendant un mois, on a fait de la hotline, on a accompagné gratuitement en fait nos clients. C'était malvenu pour nous d'être opportunistes. Et puis, face aux demandes, en fait, avec des demandes, si on pouvait mettre en place des certifications, des labels, vérifier, avoir une partie
tierce complètement indépendante pour vérifier la mise en place des mesures de maîtrise des risques sanitaires. Donc, on s'est adapté en fait aux demandes de clients et on a construit en fait des accompagnements santé ready, sécurité ready ou certified ready. Voilà, merci pour votre écoute et je peux répondre à des questions. Au niveau du temps, c'est difficile en étant seul dans un bureau de savoir si je suis bien sur les 15 minutes ou si j'ai des questions. C'était parfait, Valérie. Merci beaucoup. Je pense que c'était précis et concret. Ça nous parle, tout ce que vous avez dit, puisqu'on a déjà des informations par les informations publiques générales. Ça nous dit pour nous, professionnels, aussi combien les actions de prévention sont nombreuses. Hein. Apparemment, il y a beaucoup de choses à intégrer. Et donc, l'apprentissage sera plus ou moins long. Il faudra intégrer tout ça dès maintenant et surtout ne rien lâcher tant qu'on n'a pas d'autres informations sur ce risque-là. Au niveau du chat, je pense que vous avez été suffisamment clair parce qu'il n'y a pas de questions aujourd'hui en live, mais j'invite quand même les spectateurs à revenir vers vous puisque les coordonnées seront sur le podcast. Et donc, s'il y a des points à clarifier au cas par cas, si vous le permettez, Valérie, je pense que les entreprises pourront solliciter votre unité. Avec plaisir, bien volontiers. Voilà. Bon, donc vous restez avec nous jusqu'à la fin, hein, comme ça, si toutefois vous devez répondre à des questions, vous pourrez intervenir. Mathieu est revenu sur la scène. Merci encore, Valérie. Bon, Mathieu, c'est à vous. Je vais vous laisser votre intervention pour 14-15 minutes. Ok, très bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'être complémentaire à ce que Valérie a dit et de vous parler d'évaluation des risques pour les industriels, donc face au Covid-19. Donc, tout d'abord, moi, je vais me présenter. Donc, Mathieu Chailloux, je suis le responsable SSE pour ACD Nouvelle-Aquitaine, qui est donc un cluster qui va particulièrement s'intéresser aux industriels de la chimie et des matériaux. Et j'exerce aussi ce poste au niveau de France Chimie, qui est le syndicat professionnel pour les industriels de la chimie au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est pour ça, moi, je vais vous faire partager le retour d'expérience qu'on peut avoir sur certaines positions au niveau de la fin de ma présentation. Et ça pourra peut-être vous aider, vous, dans la mise en pratique de certaines mesures de prévention. Donc, moi, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler des documents obligatoires dans le cadre de votre activité professionnelle, de votre activité industrielle. Et tout d'abord, le document unique. Donc, comme vous le savez, le document unique, c'est un document obligatoire qui va concerner quasiment toutes les structures à partir d'un salarié. Voilà, l'employeur, il est tenu, en vertu de l'obligation générale de sécurité qui lui incombe, d'évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés et de son entreprise. Donc moi, je vais repartir, ça va être complémentaire à ce qu'a dit Valérie, c'est vraiment la base et le document unique. Et après, on verra sur la fin l'adaptation donc à cette crise sanitaire liée au Covid-19. Ça marche, oui. Donc, ce document unique, on va commencer par le cadre réglementaire, les quatre grands textes, à savoir la directive cadre européenne qui a été transposée en droit français en 1991, avec dans cette loi 2 articles importants. L'article 6, où on va retrouver les principes généraux de prévention, les 9 grands principes, qu'on verra dans la slide d'après, et notamment le terme d'évaluation des risques. Et l'article 9 qui va parler d'obligation par l'employeur de posséder une évaluation des risques. De cette loi va découler un décret d'application, toujours qui va permettre en fait de vraiment retranscrire cette évaluation des risques, qui va imposer l'élaboration donc d'un document appelé le document unique et qui va donc reprendre cette évaluation des risques. Viendra ensuite la circulaire de 2002 qui va apporter des précisions, notamment de 2 grandes précisions, à savoir l'identification des dangers, donc la capacité d'un équipement ou d'une méthode de travail à causer un dommage pour la santé des travailleurs. Et puis l'analyse des risques qui va être l'étude des conditions d'exposition des travailleurs à ces dangers. Donc ça, c'était pour le cadre réglementaire.
Je vous ai remis les 9 grands principes de prévention et c'est sur ces grands principes de prévention que va se baser donc toute la partie d'évaluation des risques et également qui sera mise en application, qui devra être mise en application pour pouvoir mettre en place les mesures de prévention dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc, je dirais le premier grand principe, c'est bien d'éviter le risque et s'ensuit ensuite d'évaluer les risques, comme j'ai pu déjà le citer, pour les risques qui peuvent ne pas être évités, combattre le risque à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, planifier la prévention et après, on va aller sur des mesures de prévention collective avant d'aller sur des mesures de prévention individuelles. Donc ça, c'est vraiment les 9 grands principes qu'il faut retenir et qui vont être une des bases pour élaborer le document unique. Alors, ce document unique, comme je vous l'ai dit, il doit inclure deux grands points, à savoir l'identification des dangers et l'analyse des risques. L'identification des dangers, il va falloir passer, et l'identification des dangers, je dirais, et l'analyse des risques devra être fait par unité de travail, c'est-à-dire des situations de travail qui vont être homogènes. Ça peut être homogène d'une manière, je dirais, géographique, ça pourrait être fonction du métier ou du poste. Voilà, ça peut être le regroupement de salariés qui exercent une même activité. Et puis, ça peut être aussi le cas en fonction du degré d'autonomie. Ça peut être un groupe de salariés qui exercent de manière une même activité, mais on va dire dans des endroits différents. Donc voilà, c'était vraiment réalisé par unité de travail. Ça va être aussi une des bases de l'élaboration du document unique. Et qu'est-ce qui doit permettre ce document unique? C'est de faire l'évaluation des risques. On va avoir identifié les dangers, analyser les risques, et ensuite, il va falloir les évaluer. Donc, en fonction, évaluer les risques auxquels l'ensemble des salariés sont exposés. Et ensuite, on va les hiérarchiser, ces risques. Donc, on va utiliser une cotation qui va être propre à chacun. Et on va prendre généralement minima la fréquence d'exposition au risque et la gravité du risque. Et en fonction de cette hiérarchisation, on va mettre en fonction, et dans tous les cas, on va mettre en place un certain nombre de mesures de prévention, aussi bien humaines, organisationnelles que techniques, pour prévenir les risques. Ça, c'est vraiment le cadre général du document unique. Ce document unique, il est vraiment pour pouvoir tracer, c'est ce que disait Valérie, pour pouvoir tracer le bilan de la situation de l'entreprise vis-à-vis de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail pour l'ensemble des salariés. Et puis, ce document unique, il doit également contribuer à élaborer le programme annuel de prévention des risques professionnels. Voilà, donc c'est l'employeur qui va fixer la liste détaillée des mesures qui doivent être prises en compte dans l'année et toujours en se basant donc sur les 9 grands principes de prévention. Ça, c'est pour la partie générale. Concernant toujours l'élaboration du document unique, il doit vraiment prendre en compte la réalité du travail effectué. Il y a effectivement, je dirais, le travail plutôt théorique, mais il y a véritablement la partie où l'employé va, parce qu'il a peut-être un manque d'équipement, parce que il y a une situation d'urgence, modifier sa façon de travailler. On n'est plus donc dans le travail théorique, mais on est dans le travail réel, et c'est ce travail réel qu'il va falloir prendre en compte. Comme je vous le disais, il faut s'inscrire, ce document unique, c'est le bilan, il est là pour tracer et il doit s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. On n'est pas là juste pour faire un document et je dirais répondre à une obligation, mais on est là pour être dans une démarche d'amélioration continue et il doit être revu régulièrement. On verra la mise à jour ensuite. Ensuite, il doit respecter, on va dire, trois grands principes. Être utile. L'utiliser en tout cas pour mettre en place les différentes mesures de prévention, être utilisable et être utilisé. Donc, c'est vraiment être mis à disposition de tous et pouvoir vraiment s'en servir pour pouvoir mettre les différentes mesures de prévention en place. Et surtout, fait par des personnes compétentes, si possible, en concertation avec les salariés, représentants du personnel, la médecine du travail. Voilà. C'est vraiment un travail pluridisciplinaire
qu'il faut pouvoir mener avec un certain nombre de personnes. Ensuite, sa mise à jour, il est à minima, doit être annuelle, et sinon, elle doit être faite lorsqu'il y a toute décision d'aménagement importante qui vont modifier les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Et là, c'est notre cas lorsqu'il y a de nouvelles données de risque qui peuvent impacter l'évaluation. Et là, on est vraiment dans ce cas-là, on a de nouvelles données, on a souvent pas pris en compte ce risque lié au Covid-19, ce risque biologique. Donc là, j'ai repris quelques définitions. Bon, à savoir le danger, voilà, tout élément qui menace la sécurité ou la santé d'un salarié. Ça peut être un produit toxique, une machine, un outil. Et le risque, il survient dès qu'il y a existence entre un danger et un salarié. Donc, on a une situation dangereuse. Et donc, dans notre cas, si on se place dans le cas de notre crise sanitaire, on va avoir soit le contact, ou éventuellement une faible distance, mais contact soit avec une personne contaminée, soit avec une surface contaminée. Et donc, le risque est le risque biologique avec comme dommage la contamination. Donc, c'est vraiment cette partie-là qu'il va falloir intégrer dans votre document unique si jamais il n'a pas été mis à jour. Et sinon, il va falloir créer son document unique pour les structures qui n'en ont pas, créer ce document unique et en intégrant ce risque biologique. Si on se passe vraiment dans la situation actuelle, donc comme je disais, le danger, c'est le salarié contaminé, c'est la surface contaminée. Et il va falloir aussi prendre en compte les modes de transmission. On a beaucoup entendu, et les modes de transmission qui sont vraiment à prendre en compte, ce sont les transmissions par les postillons qui sont émis par une personne qui peut tousser, qui peut éternuer, ou par contact avec une surface contaminée. Et là, c'est principalement en lien avec les mains. Et donc, le risque, c'est quoi? C'est la contamination d'autres salariés. Et en fonction des 9 grands principes, il va falloir agir à la source, donc si possible éliminer le danger, et sinon agir sur les différentes parties, à savoir les modes au niveau du mode de transmission. Donc, c'est ça, l'évaluation du risque lié au Covid-19, derrière, va en découler, puisque lorsque vous aurez fait votre analyse de risque, vous aurez coté votre risque, il va falloir mettre en place un certain nombre de mesures de prévention qui vont être associées dans le cadre du risque Covid-19, donc à ce risque. Et donc, ça va forcément impacter les autres risques professionnels. Dans le cas où je dois, par exemple, porter une charge à 2 personnes et lorsque la distance va être inférieure à 1 mètre, forcément, mon risque va être le risque lié à la charge, à porter une charge, va être modifié. Il va falloir adapter son analyse et donc son évaluation des risques. Il va falloir donc reprendre chaque unité de travail et chaque risque pour voir s'il y a eu des impacts. Donc, au niveau des grandes mesures à mettre en place, les grandes mesures de prévention, Valérie en a évoqué quand même un certain nombre. Je crois qu'il faut se reprendre sur les grandes mesures préconisées par les pouvoirs publics, savoir la distanciation physique, voir s'il y a aussi possibilité de porter un masque, reprendre les mesures barrières au niveau de l'hygiène des mains et la partie nettoyage des locaux qui est aussi adaptée au cas par cas. On sait que le virus va pouvoir durer sur certaines surfaces entre quelques heures, voire à quelques jours. Donc, je pense que dans le cas où vous avez une société qui n'a pas été ouverte depuis une semaine minimum, il n'y a pas grande nécessité de faire le nettoyage de locaux, mais vraiment, c'est plutôt d'assurer derrière, en tout cas, les mesures de prévention qui vont permettre en tout cas de rassurer les salariés et puis de pouvoir continuer à travailler en toute sécurité. Et ce que je vous préconise aussi, c'est d'utiliser des guides au niveau des branches professionnelles. Celui du BTP, de la chimie sont très bien faits. Et celui du BTP va également pouvoir intégrer toute cette partie de travailleurs, de sous-traitants, de fournisseurs, de personnes qui viennent sur site, d'entreprises extérieures. Et puis également les fiches métiers du ministère du Travail qui sont intéressantes. Il faut savoir quand même, il faut se dire que les mesures de prévention et même le document unique, c'est vraiment à faire au cas par cas pour chaque structure. Il est adapté à chaque structure et les mesures de prévention d'une structure ne sont pas les mêmes parce qu'on ne pourra pas forcément les mettre en place au niveau des structures.
Donc, c'est vraiment à adapter au cas par cas. D'autres mesures complémentaires qui sont possibles, bon, au niveau humain, organisationnel, technique. Hein, Valérie, pareil, on a parlé, on a donné un certain nombre. Commencer, en tout cas, favoriser, privilégier les mesures organisationnelles, télétravail, modification des rythmes de travail. C'est vraiment les mesures organisationnelles qui vont permettre d'éviter le risque. Voilà, si la personne reste en télétravail, on va éviter d'avoir des personnes contaminées qui vont se regrouper au sein de vos structures. Donc, favoriser les mesures organisationnelles, les mesures ensuite humaines, hein, et ensuite les mesures techniques, puisqu'on est plutôt sur, je dirais, la fin des 9 grands principes, que ce soit des mesures de protection collective ou des mesures de protection individuelle. Voilà, on va retrouver les masques, les gels, les visières. Voilà, là où on peut avoir de l'eau, en tout cas de l'eau, un point d'eau potable pour se laver les mains, privilégier le savon et l'eau par rapport au gel. Il y a eu, nous on a beaucoup de retours au niveau de l'industrie chimique, comme quoi il y a des problématiques de mains sèches. Donc les employeurs sont obligés de fournir des crèmes hydratantes aux salariés. Donc voilà. Ça, c'est pour les grandes mesures de prévention. Je vais pas toutes les lister parce que vous les entendez, vous les retrouvez dans votre vie quotidienne. Adaptez-les et favorisez les mesures organisationnelles et les mesures humaines, presque aux mesures techniques, mais sans oublier les unes des autres. Voilà, le petit retour d'expérience de l'industrie chimique. Au niveau de la cotation du risque, il y a eu une information auquel qu'on a partagé nous auprès de nos industriels, que l'article du Code du travail, le R4421-1 et les suivants, en cas de la prévention du risque biologique, et il faut partir sur une gravité, je dirais, moyenne, hein, en fonction de la cotation que vous aurez choisie, ne pas aller sur une gravité grave, mortelle, la plus haute, puisque vous êtes dans le cas où vous ne manipulez pas d'agents biologiques, mais vous êtes, vous subissez un petit peu cet agent biologique. Donc, on part plutôt sur une gravité moyenne. Il y a eu aussi une remontée, comme quoi c'était vraiment très important, hein, de rassurer régulièrement, voilà, de passer auprès des différents employés pour les rassurer, leur montrer les mesures qu'on a pu mettre en place, en quoi elles servent, de quoi vont les protéger. C'est vraiment un point qui a été relevé, remonté auprès des industriels de la chimie et qui ont permis de continuer le travail. Certes, au début, il y a eu une fronde, mais après, à force de faire passer ce message-là et de démontrer pourquoi on avait mis en place ces mesures de prévention, ça a permis de continuer vraiment le travail dans de bonnes conditions. Et les gens étaient, entre guillemets, presque contents de pouvoir aller travailler. Ça leur changeait du quotidien, et éviter d'être confinés. Pareil, sur les EPI, tout ce qui est plutôt masque, gants, insister vraiment sur cette partie, sur l'utilisation, la bonne utilisation. Je pense que des fois, on le voit dans la vie quotidienne, les mettre, les porter, les enlever, ça requiert quand même d'avoir une explication. Et ça va éviter des contaminations où on se pense protégé et en fait, finalement, on va plus contaminer. Donc vraiment, je pense que ça, c'est important et ça a également été remonté auprès de la part des industriels. Sachez quand même que la reprise du travail, pour les entreprises qui ont été fermées, semble plus difficile. Hein. L'acceptation au niveau des salariés est un petit peu plus difficile. Puisque ils n'ont pas été, entre guillemets, baignés dans ce je travaille lors du confinement. Donc, c'est une partie qui est également remontée et où on voit une difficulté un peu plus importante à convaincre les salariés de reprendre le travail. Et puis, un dernier point, c'est vraiment ne pas négliger la santé de ses salariés. C'est ce document unique, cette mise à jour. Si vous avez ce document unique, faites-le, hein, c'est une obligation incontournable qui a été rappelée par le ministère du Travail et qui est contrôlée auprès des industriels et de différentes structures. Voilà, ça c'est le retour d'expérience que j'ai en tout cas des industriels de la chimie. Ensuite, vous, dans vos métiers, vous avez forcément l'intervention d'entreprises extérieures. Deux grands documents obligatoires. Hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir gérer la coactivité si elle doit avoir lieu, s'il n'est pas possible d'éviter cette coactivité.
donc entre une entreprise utilisatrice et une entreprise extérieure, avec et le plan de prévention et le protocole de sécurité chargement-déchargement. Étant donné le risque biologique, il va falloir le prendre en compte dans ces deux documents. Ces deux documents sont également basés sur une analyse de risque. Donc, il va falloir les mettre à jour pour éviter, voire limiter en tout cas l'impact de ce virus, en tout cas au niveau des salariés, entre vos salariés et les entreprises extérieures. Ensuite, au niveau des mesures de prévention, voilà. Les mesures de prévention, on va être sur les mêmes types de mesures de prévention que j'ai pu lister, que Valérie a pu lister, toujours se baser sur les grands principes de prévention. Et surtout, c'est du guide du BTP, comme je disais, qui est très bien fait, et également du protocole de déconfinement qui a été publié dernièrement. Par rapport à ça, moi, la dernière information que je souhaitais vous donner, c'est au niveau des industriels de la chimie. Il y a eu 2 grandes remontées. C'est vraiment lorsqu'on veut, en tout cas, faire intervenir des entreprises extérieures, souvent quand elles viennent de loin, ou même si vous devez aller sur un chantier lointain. Ça peut être la problématique de manque d'hôtels, de manque de lieux de restauration qui peut vous pénaliser dans les 2 cas. Donc, il faut vraiment se rapprocher. Je pense au niveau de la région, a priori, il y a un listing qui doit être mis en place avec ces hôtels et ces lieux de restauration qui sont mis à disposition. Et aussi, c'est une demande importante qui va arriver pour les pour les entreprises extérieures et au niveau aussi du matériel. Voilà, il risque d'avoir beaucoup de demandes, donc c'est de bien s'organiser, je dirais de voir sur le long terme, mais d'éviter de réaliser les interventions de manière rapide et en ne prenant pas en compte l'ensemble des mesures de prévention nécessaires. Voilà. Donc, c'était les informations que je souhaitais vous faire partager et vous dire. Voilà. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Oui, merci Mathieu. On a débordé un peu, mais c'était intéressant parce que c'était effectivement complémentaire à ce qu'avait dit Valérie. On a bien en tête le formalisme réglementaire et sur ces bases théoriques que vous nous avez données, elles sont nombreuses elles aussi et il faut les mettre en œuvre par contre elles avant toute reprise d'activité quelle qu'elle soit. Pour ma part, j'ai retenu la démarche d'amélioration continue qu'on connaît déjà dans le monde de la qualité et qu'on sent très bien comme très utile pour le management du risque santé aussi sur la durée. Donc, ça va être un vrai challenge pour les managements du risque santé. Et des points clarifiés au cas par cas. Donc là, c'est des informations par rapport à votre cluster. Pour les entreprises qui travaillent les plastiques et les matériaux composites en particulier, vous pouvez apporter peut-être des réponses plus particulières sur ce type d'industrie. Alors, on a eu quelques questions, dont une qui concernait l'existence ou non d'un guide pour la filière du nautisme. Alors, on a mis un lien en ligne qui renvoie à notre site et à une fiche métier qu'avait édité la FIN récemment, je crois que c'est la semaine dernière. On sait par ailleurs que depuis à peu près un mois, le Conseil stratégique des filières à Paris travaille actuellement sur un guide. Évidemment, on le mettra en ligne dès qu'il sortira officiellement. On sait aujourd'hui, mais ça peut peut-être être confirmé ou non par nos intervenants, qu'en l'absence de ce guide spécifique filière, d'autres guides peuvent s'appliquer, évidemment sur des articles pertinents, qui ne sont pas forcément complètement adaptés ni complets, mais par manque de guides spécifiques à la filière, je pense qu'on peut utiliser des guides ou des fiches métiers existantes qui ont été reconnues en tout cas par l'administration compétente. Vous confirmez ça? Alors oui, allez-y Madame Clément. Ah bon, oui, alors il y a le risque de se noyer beaucoup dans toutes les informations qui arrivent. Vraiment, la source officielle, ça reste la page du ministère du Travail, qui est aussi relayée, nous, côté assurance maladie, où dedans, il y a pratiquement une soixantaine de fiches qui sont en cours d'être établies. Il y en a maintenant une cinquantaine, avec plein de situations de travail qui répondent au nautisme. Parce que dans le nautisme, vous avez de la location de matériel, vous avez de l'accueil en magasin, vous avez du chantier. Et les situations de travail se retrouvent dans ces fiches.
D'accord. Donc ça peut permettre aussi de répondre maintenant à l'absence de guide propre au nautisme. Enfin, on peut aller piocher effectivement à droite à gauche, mais il faut rester quand même focus sur une seule source d'information, quitte après à aller chercher des informations qui se rapprochent du métier et non pas de la filière. Oui. Ok. Alors après, il y a d'autres questions, mais je pense justement, Cécile, qu'elles seront plus pour vous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour Mathieu, on va le remercier. Merci beaucoup. On se permettra de vous recontacter si on a des choses à voir ensemble au cas par cas. Donc, Cécile, maintenant, c'est à vous. Voilà, ça fait une transition. Je vous laisse vos 15 minutes voilà, partagées. À tout à l'heure. Merci à vous. Alors, je vais repartir sur l'évaluation du risque sanitaire et les mesures de prévention. C'est assez complémentaire à ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Donc, moi, j'appartiens à la CARSAT Aquitaine, qui est un organisme de sécurité sociale. Alors, on intervient pour la retraite, on est souvent connu pour ça, caisse d'assurance retraite, mais on est aussi organisme de l'assurance maladie, avec une partie service social et une partie risque professionnel. C'est-à-dire que c'est nous qui indemnisons les victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles. En ce moment, il y a beaucoup de débats sur la reconnaissance des malades du Covid, qui tarifons, qui prélevons la cotisation accident du travail et qui réalisons donc des opérations de prévention pour réduire ces mêmes accidents du travail et mesures de prévention. Pour cela, nous avons différentes missions pour réduire ces fameux accidents du travail. Nous faisons du conseil, nous contrôlons également les choses que nous conseillons. Nous avons des aides financières, ça je vous renverrai le lien vers notre page internet. Et nous avons également des missions d'information, de documentation et de formation. Alors, je vais repartir également sur 4-5 étapes. Ça correspond aux étapes de l'évaluation des risques, telles que vous l'a présenté Mathieu, mais ça correspond également aux étapes de la démarche intellectuelle pour arriver à définir les mesures de prévention, sachant qu'on est également dans cette roue de l'amélioration continue. La première étape, c'est ce fameux unité de travail. Donc, à la première étape, le piège à éviter, c'est de raisonner pour l'ensemble de l'entreprise. Nous, actuellement, on voit pas mal de documents uniques ou de plans de reprise d'activité, justement, qui réfléchissent de manière totalement globale, avec des documents uniques qui ont juste une seule entrée, tout site ou unité transverse. Alors ça, justement, ce n'est pas forcément applicable. Alors, hormis pour la stratégie qui est générale, à savoir ce qu'a présenté Valérie, les activités maintenues ou non, la gestion des salariés symptomatiques, le protocole de nettoyage. Ça, je vous renvoie pour la stratégie générale au protocole national de déconfinement que vous avez dû découvrir lundi. Est-ce que nos auditeurs, vous avez tous vu, pour utiliser le chat, ce fameux protocole national de déconfinement? Là-dedans, vous y trouverez justement les règles générales qui vont s'appliquer à l'ensemble de l'établissement. Pour autant, pour que ça soit applicable et pour que vous puissiez définir vos mesures de prévention, vous devez découper votre entreprise en unités de travail, en situations caractéristiques. Ça peut être, dans votre cas, le hall d'accueil du client, les bureaux qui sont à l'arrière, potentiellement des vestiaires, mais également la partie atelier ou stock. Surtout, il faut ne pas oublier les unités oubliées traditionnellement. La salle de pause, la cantine, la zone de livraison et maintenant le poste de télétravailleur. Parce que si vous faites plein d'efforts et que vous oubliez une partie de l'entreprise, tous vos efforts vont ne plus servir à rien parce que du coup, la transmission se fera. Il faut également porter une attention particulière aux activités qui sont généralement ignorées. Les situations de travail qui ne sont pas standards, les aléas et incidents, parce que c'est là aussi, dans cette zone-là, dans cette situation de travail-là, que vous pouvez avoir des risques de transmission du virus. Alors, à l'étape 2, lorsqu'on identifie le risque, le piège à éviter, c'est de rester trop théorique, de ne pas prendre en compte la réalité du terrain. C'est comme ça qu'on arrive à des consignes de se laver les mains, alors qu'on n'a pas de point d'eau et que de toute manière, la cadence du travail ne permet pas de prendre des pauses pour se laver les mains. Il convient donc pour cela, la bonne pratique, c'est d'interroger les salariés, c'est-à-dire de donner l'opportunité à vos salariés de s'exprimer sur ce qu'ils font concrètement. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une information que vous allez donner et faire signer. Dans le chat, on parlait de documents à faire signer. C'est aussi dans l'autre sens, récupérer de l'information de vos salariés. Et il y a un certain nombre de questions à recueillir, d'informations à obtenir.
Ça peut être des questions sur le nombre de personnes qui réalisent les tâches. Hein. On pense que cette tâche est réalisée à une personne, mais en réalité, elle demande la présence de 2 personnes. Quels sont les outils finalement qui sont partagés? Ça peut mettre en évidence un manque d'outillage, par exemple, dans vos chantiers. Quelles sont les machines, les équipements? Ça peut être la photocopieuse hein, qui sont utilisées par plusieurs personnes. Et quelles sont ces fameuses zones de croisement qui sont évoquées dans le protocole national de déconfinement et qu'il convient de proscrire. Il faut donc demander aux salariés la succession chronologique de la tâche pour arriver justement à identifier les situations dangereuses et à définir les mesures de prévention. À l'étape 3, lorsqu'on fait de la hiérarchisation des risques, le piège à éviter, c'est d'oublier tous les autres risques. Lorsqu'on fait une démarche de document unique, on a souvent des tableaux comme ça où on cote le risque en termes de gravité et de fréquence. Alors le Covid, hein, il y a à la fois une gravité potentiellement grave et une fréquence assez méconnue, assez incertaine. Bon, mais de toute manière, ce risque-là, c'est obligé de le prendre en compte. C'est une injonction gouvernementale, donc il n'y a pas de question à se poser. Par contre, il convient de ne pas oublier les autres risques. On voit aussi pas mal, hein, alors dans les journaux, dans les réseaux sociaux, mais également en observation de situation de travail, qu'on a, comme ce que vous voyez hein, sur l'image, des salariés qui reprennent le travail avec la fierté de porter le masque. Hein, c'est le cas du salarié, du couvreur qu'on a ici. Alors que là, le problème là, ce n'est pas le risque de transmission. Le problème ici, c'est le risque de chute de hauteur. Ces ouvriers ont plus de chances de mourir en tombant du toit que de mourir du Covid. Donc attention hein, aux autres risques qui ont à la fois une forte gravité, routier, incendie, explosion, mais également une forte fréquence. Ça peut être les agressions verbales des clients ou les troubles musculo-squelettiques, hein, les tendinites, les mal de dos, qui vont peut-être s'aggraver justement avec les mesures de prévention. À l'étape 4, lorsqu'on définit les mesures de prévention. Donc là, si vous avez un certain nombre de guides et de fiches pour vous aider. Le piège à éviter, c'est de définir des mesures sanitaires qui vont aggraver ou qui vont faire apparaître d'autres risques. C'est le cas, par exemple, des barrières de plexiglas qui vont bloquer l'évacuation incendie. Ça peut être le cas des opérations de grande désinfection des locaux de travail avec du produit, on a vu avec de l'ozone ou avec du peroxyde d'hydrogène, qui peuvent entraîner un risque de combustion ou un risque toxicologique. Là, si vos bâtiments ont été arrêtés depuis le confinement, hein, depuis plusieurs semaines, dans le protocole de déconfinement, on parle de 5 jours, ça ne sert à rien de faire une grande opération de désinfection. Et d'ailleurs, les produits de type tensioactif, donc les détergents classiques, suffisent à supprimer le virus. Attention, par exemple, aussi au plexiglas dans la camionnette. On a pas mal d'entreprises qui veulent faire des croisillons de plexiglas pour pouvoir mettre leurs salariés dans la camionnette. Et là, on imagine qu'au moindre freinage, tout le monde va se faire trancher par le plexiglas. Attention aussi au nombre. Alors, l'injonction, c'est de réduire le nombre de salariés. Mais par contre, il ne faut pas que ça génère un risque de travail isolé, notamment lorsqu'on réalise des activités qui sont considérées comme dangereuses. Attention également aux caisses. Alors, lorsque vous êtes au guichet client, c'est peut-être vos cas dans les activités du nautisme. Vous mettez en œuvre des parois de plexiglas, hein, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les fiches métiers. Attention à que ça ne génère pas des contorsions du salarié, qui soit obligé de se contorsionner dans tous les sens pour faire passer le matériel, ou qui soit obligé de sortir de sa paroi de verre pour rentrer en contact directement avec le client, par exemple. L'autre piège, c'est de ne faire que des mesures de type consigne, respecter les distances ou les EPI. Là aussi, c'est répété dans le protocole national de déconfinement. Il faut d'abord penser aux mesures organisationnelles, les cadences, les horaires de travail, l'arrivée échelonnée, le volume de salariés, le système de réservation en ligne, le sens de circulation, les aides à la manutention, avant de penser aux EPI et aux mesures de type consigne. L'autre piège à éviter actuellement, c'est vraiment se noyer dans la masse d'informations. Hein. Il y a une inflation de la documentation actuellement qui fait qu'on peut se noyer. Là, j'ai mis donc des liens directement dans la présentation, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien du ministère du Travail, donc la page où il y a toutes ces fameuses fiches métiers, et également le protocole national de déconfinement. C'est également sur le site donc, de l'assurance maladie entreprise, hein, donc, auquel j'appartiens, parce que nous sommes contributeurs de ces fameuses fiches métiers, et c'est la même chose sur les deux pages. Hein. Les fiches métiers sont identiques. Vous y retrouverez également les guides hein, des organisations professionnelles qui ont été validées par le ministère.
Si vous posez aussi des questions sur le site de l'INRS, donc Institut national de recherche en santé et sécurité au travail, il y a une foire aux questions, notamment une foire aux questions juridiques. Hein, je vois dans le chat pas mal de questions, notamment sur la responsabilité de l'employeur. Vous avez une fac qui est consacrée justement aux responsabilités de l'employeur et aux responsabilités des salariés. Il est également possible de poser des questions à l'INRS, donc de poser en ligne des questions. Par mail, vous recevrez une réponse. Je vous renvoie également sur le site de l'ANACT, qui produit actuellement des supports qui sont intéressants sur la gestion du télétravail et du dialogue social. Toujours sur le site de l'INRS, il y a plusieurs pages sur la reprise d'activité, notamment les risques lorsqu'on remet en service un bâtiment. Il y a un risque légionnel, il peut y avoir un risque avec la remise en route du système de ventilation et les risques liés à l'arrêt des équipements de travail, à l'arrêt des machines qui n'ont pas été vérifiées, contrôlées pendant ce temps de déconfinement, mais qu'il convient de remettre en service et donc de vérifier, de faire des points de vérification lors de cette remise en service. Enfin, dernier piège à l'étape 5, hein, lorsqu'on a fini la boucle, hein, lorsqu'on a fini la démarche, c'est de penser que c'est fait une fois pour toutes. Il va forcément falloir réévaluer l'impact des mesures, vous ajuster progressivement, questionner les salariés sur leur ressenti, sur les contraintes qui sont induites par les mesures sanitaires que vous avez mises en œuvre. Il va falloir faire régulièrement le point pour vérifier la compatibilité des mesures avec la nature du travail. Il va falloir tester des solutions. Tester, on commence déjà par une équipe réduite et on voit ce que ça donne. Et on fait un point pour éventuellement apporter des modifications. Donc, ça sera quelque chose de vivant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas figer un document et demander à qu'il soit signé par tous et c'est fait une fois pour toutes. Voilà, ça, vous êtes dans une démarche d'amélioration continue, comme l'a dit Mathieu. Et il faut rester dans cette logique-là pour que ça puisse être pérenne. Voilà, donc j'en ai fini de mon côté. Pour se faire aider, là aussi, il peut y avoir une inflation. Côté institution, vous avez à la fois les services de santé au travail hein, qui sont mobilisés. Vos médecins du travail, vos directeurs des services de santé au travail sont des interlocuteurs privilégiés. Je vous ai mis le lien également vers les services prévention des CARSAT, donc CARSAT Aquitaine hein, pour ceux qui sont dans les départements de l'ex-Aquitaine et la CARSAT Centre-Ouest pour ceux qui dépendent du coup de Limoges, des autres départements qui ne sont pas les départements de l'Aquitaine. Également, évidemment, à l'inspection du travail et la directe. Après, en termes de réseau, il y a le réseau des IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels, qui se mobilisent actuellement, hein, qui sont des consultants enregistrés auprès de la directe. Et évidemment, vous pouvez compter sur le support de vos branches et syndicats professionnels. Voilà, donc je vous remercie. Merci Cécile. C'était dans les temps, c'était concis. Merci pour cet éclairage réglementaire. En tant qu'autorité compétente, votre référentiel est essentiel, évidemment. Nous avons vu comment bien décomposer l'analyse par unité et que tous les maillons, il y a beaucoup de maillons de la chaîne de prévention, sont importants. Et comme souvent là aussi, j'ai l'impression que le diable se cache dans les détails. Vous nous avez aussi présenté les fausses pistes de prévention qu'il faut connaître. On s'aperçoit là que le sujet est vraiment complexe, mais grâce à vous, il a été clarifié un peu plus aujourd'hui. Vous avez amené justement des questions. Alors la première, je pense que vous êtes la bonne personne pour répondre. Toutes les démarches qui nous ont été décrites, quelles sont les conséquences pour un chef d'entreprise qui ne les réaliserait pas ou mal, ou disons voilà, de façon non réglementaire? Qu'est-ce qu'il encourt comme risque sur un terrain peut-être un peu plus responsabilité juridique? Alors, je ne suis pas du tout avocat hein, là-dessus en termes de risque. Hein, je peux vous renvoyer à ce qui se passe actuellement chez Amazon, qui a un document unique, hein, mais qui n'a pas repris son évaluation des risques par unité de travail, justement. Donc, le risque, il y a à la fois le risque civil et le risque pénal. Hein. Le document unique est un document obligatoire pour autant qu'il soit appliqué et applicable. Hein. Évidemment, comme l'a dit Mathieu. Il y a actuellement des échanges au Sénat, mais également auprès des organisations patronales pour obtenir des garanties sur la responsabilité pénale des entreprises. Il faut savoir qu'en termes de santé au travail, on avait jusqu'à présent une obligation de sécurité de résultat. Là, les discussions en cours, c'est pour ça que rien n'est figé. Je pousse à que ça soit plutôt une obligation de moyens. J'ai mis des choses en œuvre, je ne peux pas faire plus, voyez.
la différence entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyens. Mais là, c'est des échanges qui sont actuellement en cours dans le ping-pong Assemblée et Sénat. Donc, oui, on a même vu apparaître des notions. J'aurais du mal à être plus clair, quoi. Des notions d'obligation de moyens renforcées. Oui. C'est-à-dire que ça serait un espèce d'entre-deux ou une obligation de moyens, mais quand même, si on pourrait avoir des résultats, ça serait mieux. Donc c'est vrai que c'est complexe et c'est en cours sur le sujet Covid. Peut-être que Valérie. C'est la responsabilité s'il y a des malades. Par contre, Absolument. l'obligation d'évaluer ces risques, ça, c'est par contre une obligation qu'il y a toujours eu avant même le Covid. Absolument. Absolument. Peut-être que Valérie, sur ce point-là, en tant que spécialiste de la partie risque, toxicologie, épidémiologie à Paris, est-ce que vous avez un retour sur ce travail-là de responsabilité du chef d'entreprise qui aurait mal fait ou pas fait du tout les procédures réglementaires? Ah oui, bah, effectivement, il a vraiment, enfin, c'est ce qu'a annoncé Cécile à l'instant. Voilà, il encourt vraiment des risques donc pour l'entreprise et à titre personnel et jusqu'au pénal. Nous, on intervient souvent en fait auprès enfin, en collaboration, en partenariat, voilà, avec des cabinets d'avocats sur le territoire national par rapport à cette problématique. C'est vraiment très, très important que le chef d'entreprise, en fait, se protège. Et c'est vrai que la base, en fait, les avocats, dès lors qu'ils font un examen pour voilà, une prise de connaissance, en fait, du dossier, c'est tout de suite, en fait, ils vont sur les livrables réglementaires. Tout de suite, c'est le document unique et tous les documents associés et la formation, la sensibilisation. C'est vraiment très, très important. Et l'évaluation, effectivement, l'évaluation des risques, hein, qui est au cœur du document unique. Sachant que faire un papier pour faire un papier, ça ne vaudra rien après. Hein. C'est là-dessus, il faut que le document obligatoire ait du sens, soit basé sur la réalité du travail et ait été fait en concertation avec les salariés. Je vous ai renvoyé le lien vers la page de l'INRS qui résume les obligations des employeurs en ces temps de crise sanitaire. Voilà. On pourra en faire un webinaire en soi. Hein. Mais depuis ce lien, vous pourrez accéder du coup à un certain nombre de questions-réponses que l'INRS reçoit quotidiennement. Une autre question à 3 étages qui concerne forcément des TPE et des artisans qui travaillent seuls, qu'on rencontre aussi dans la filière nautique. Est-ce que le document unique est obligatoire pour cet artisan qui travaille seul? Ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, s'il travaille seul, mais en recevant du public dans son lieu de travail. Et le troisième étage, si lui-même seul se déplace dans une entreprise extérieure. Est-ce que le document unique est nécessaire pour ces 3 cas ou pas? C'est la question. Alors, ce qui est surtout nécessaire, c'est le plan de prévention. Là. C'est à l'extérieur. Alors, le plan de prévention, c'est l'entreprise utilisatrice, donc celle qui accueille, qui en est responsable et qui le fait avec l'entreprise qu'elle accueille. Et inversement, lorsque vos entreprises, hein, même uniindividuelles, vont dans une autre entreprise, elles contribuent au plan de prévention de l'entreprise qui les accueille. Donc, le document unique est nécessaire dans ce cas-là. Et dans le cas où le plan de prévention, peut-être que Valérie pouvait compléter. La question était sur le document unique. Parce que voilà, si l'artisan travaille seul chez lui, qui reçoit éventuellement du public, est-ce que dans ce cadre-là, il est tenu de faire cette analyse par unité, le document unique modifié, amélioration continue, etc. C'est la question. Peut-être qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui parce que c'est un cas particulier d'un cas particulier de travail. L'analyse. Oui, non, je disais le document unique, c'est vraiment l'évaluation des risques professionnels en fait liés à l'activité en tant que telle. Donc s'il est seul, c'est censé protéger ses travailleurs, ouais. Voilà, c'est censé protéger les salariés en premier lieu, mais lui tout seul, évidemment aussi. Mais est-ce qu'il est tenu de le formaliser par document unique? Bon, c'est peut-être une réponse à trouver ultérieurement. Par un plan de prévention, il doit le formaliser dans le cadre d'un plan de prévention. D'accord. Décret 92. C'est un élément de réponse. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. En tout cas, voilà, on vient de passer un peu plus d'1 heure ensemble. Ah, je vois Isabelle de retour. Bonjour. Bonjour. On a donc
on a donc vu ensemble, on a pris la mesure ensemble des actions à mener avec tous nos intervenants. Merci à vous, à Valérie, à Mathieu, à Cécile. Je reste disponible et mobilisé pour l'ensemble de leurs prestations et de leurs missions, en particulier pour les membres de Tati Cluster et de Technopole, La Rochelle Technopole. Merci à Isabelle, donc, qui est revenue pour avoir assuré cette régie, et à Gaël pour la coordination générale. Alors, je pense que dans les jours qui viennent, en interne, on aura un débriefing de cette première édition. On va certainement envisager d'autres éditions, tellement les sujets sont vastes et nombreux. Il y a évidemment beaucoup de choses à inventer pour la suite, une fois qu'on aura mis en place ces systèmes de prévention de la santé, c'est de se tourner vers les pistes de relance du business. Donc là aussi, je pense qu'on aura des réflexions à mener pour des alliances économiques, sociales, solidaires et de proximité, parce qu'on sent bien que la mobilité sera aussi un sujet compliqué. Des nouveaux moyens, parce qu'on est dans un secteur où il faudra aussi restaurer les contacts clients-fournisseurs, y compris à l'international, ce qui va être encore compliqué, et continuer d'être présent en tant que cluster pour accompagner les entreprises et évidemment être sensible aux plus fragiles d'entre elles. Alors, je dirais simplement qu'il faut se tourner vers une reprise mais responsable, effectivement, en restant positif et solidaire. Et grâce à vous, merci, je pense qu'on relèvera ce défi ensemble. Je vous dis à tous merci, à très bientôt et au revoir pour une deuxième édition. Au revoir, mesdames, au revoir, messieurs. Avec plaisir. Au revoir à tout le monde. Et juste une petite précision, c'est que les webinaires de La Rochelle Technopole, bien sûr, continuent. Demain, un webinaire spécifique justement à la transition dans les entreprises, intéressant aussi à prendre en compte en termes de management organisationnel. Et puis, on a parlé de l'ANACT tout à l'heure. Effectivement, et on proposera également et on relaiera à l'ensemble des membres du cluster un webinaire spécifique avec l'ANACT, avec les impacts sur le management qui sont effectivement nécessaires également. Le rythme de nos webinaires, en revanche, que l'on a tenu du mardi au vendredi depuis le début du confinement, va pour le coup s'alléger pour vous permettre aussi à chacun d'entre vous de reprendre vos activités un peu plus normalement. En revanche, nous proposerons toujours 1 à 2 webinaires par semaine, justement sur l'ensemble de ces sujets de reprise, de ces problématiques que vous pourrez rencontrer. Donc, ces webinaires seront aussi l'occasion des lieux d'échange d'expériences entre les entreprises du territoire. Donc, n'hésitez pas à suivre et à vous rendre régulièrement sur la page Livestorm La Rochelle Technopole pour voir un peu l'ensemble de la programmation que l'on propose durant cette période également de reprise. On a pris des bonnes dispositions pour assurer la continuité en fait de nos services d'accompagnement d'entreprise pendant le confinement, mais on va les faire perdurer après le confinement. Merci donc à tous. Merci au cluster nautique effectivement de nous avoir fait confiance pour ce premier partenariat, mais j'espère pas le dernier. Voilà. Bonne journée à vous tous et puis à très bientôt sur notre chaîne de webinaire, si on peut l'appeler comme ça. Et merci surtout aux intervenants parce que j'ai assisté complètement là dans le public et j'ai trouvé que c'était opérationnel, que notre principe de to-do list, on l'a bien dans cette présentation. Donc, je pense qu'on va y revenir avec nos entreprises très régulièrement. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir Isabelle. Au revoir, monsieur. Au revoir.